Bonsoir à toutes et à tous. Je vous salue depuis le pays vainqueur de la CAN, donc la Côte d'Ivoire. Et au nom de tous les co-créateurs de ce webinaire, nous vous disons bonsoir. Je suis Euphrasie Koulibaly. Je suis en charge de l'engagement communautaire et de l'engagement des jeunes pour le bureau régional de IPAS. Et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec Ali Kagambega, qui nous vient du Burkina Faso. Ils n'ont pas encore de canne, je peux préciser cela, mais nous sommes voisins et on partage la joie avec eux. Donc, je vais lui laisser le micro pour se présenter et introduire nos panélistes. Ali, tu as le micro, s'il te plaît. Frasi, tu nous casses les oreilles avec votre histoire de canne à n'en pas finir. Je pense que nous, on a déjà oublié. Nous sommes en train de venir avec force. Bref, c'est pour moi aussi donc de partager cette table de réflexion avec Efrazi. Je suis Karamega Ali, juriste de formation appli DSR, basé au Burkina. Donc, pour ce soir, je pense qu'on aura environ 1h30 de discussion avec nos chers panélistes, avec des experts en la matière pour discuter donc sur une thématique d'intérêt. Et avec Efrazi, nous aurons donc cette chaleur de modérer ce webinaire. Je pense que ce sera bien sûr avec plaisir et vous allez aussi apprécier. Donc, pour nos panélistes, nous en avons 5. Je pense que Efrazi s'est déjà présentée. C'est une modératrice. Moi également. Je me suis présenté également. Et pour les panélistes, je pense que je vais présenter donc Aïda Muriel Sam. Voilà. Elle pourra certainement entendre ouvrir donc sa caméra pour qu'on puisse la voir. Cette charmante dame qui nous vient bien sûr donc de Equipop, elle est chargée donc de plaidoyer pour l'Afrique de l'Ouest à Equipop, où sa mission principale est d'amplifier donc les voix des jeunes et des femmes dans la sous-région. Elle est titulaire d'une maîtrise en études africaines, a mobilisé la théorie des féministes africains pour étudier l'utilisation de la nudité délibérée comme outil militant, en posant la question de savoir à qui appartient le corps des femmes noires. Une question, je pense qu'elle va répondre entre-temps en nous disant effectivement à qui appartient le corps des femmes noires. Aussi, en tant que danseuse-interprète, ces questions autour de la représentation du corps noir féminin, l'autonomisation corporelle, prennent toute leur place. Auparavant, elle a travaillé comme attachée diplomatique à l'ambassade de Suisse au Sénégal, comme assistante volontaire au programme alimentaire mondial et à Gorin Institut, basé bien sûr au Sénégal. Voilà de façon très brève, présenter donc notre chère panéliste Aïda. Je pense que vous la voyez, autant elle brille, autant elle a une intelligence brille. Je pense qu'on aura l'occasion donc de la découvrir lors donc de nos différentes interventions. Et Frazi nous permettra donc de connaître la deuxième panéliste. Merci Ali. Nous allons aller du côté du Niger avec une juriste chercheuse qu'on appelle Souaïba Ibrahim. Souaïba, tu peux ouvrir peut-être ta caméra si possible. Elle est féministe intersectionnelle, présidente de la Ligue des droits des femmes et point focal du centre Audace au niveau du Niger. Bienvenue Souaïba. Ali, on va aller avec la prochaine. Oui, la prochaine, je pense que c'est notamment Aïda Eloudi, parce que nous avons deux Aïda, donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse faire beaucoup attention avec les prénoms. Donc, Aïda 2, si je me permets, pour ne pas dire Aïda Elodie, bienvenue, bonsoir à vous. Elle est une jeune femme engagée sur les questions de santé des jeunes. Elle est coordinatrice régionale de la communauté des jeunes engagés, en abrégé CGE-AOC, se consacre au plaidoyer sur les questions de santé et à l'implication active des jeunes dans les espaces de gouvernance. Son action vise à relever les défis auxquels les organisations de jeunesse sont confrontées en matière donc de santé de la reproduction. Voici présenté brièvement Aïda. Merci Ali. On retourne au Burkina Faso avec notre prochaine panéliste qui est Reine Stéphanie Tiombiano. C'est une éminente spécialiste et activiste des droits des femmes et de la santé sexuelle et reproductive.
Elle a une expérience de 9 ans dans le domaine des DSSR et elle a une formation, elle est communicante en développement et elle a un master en genre, population et développement. Et je voudrais préciser qu'elle a été le deuxième prix Yanenga Canal Plus 2023. Voilà. Ali, on y va avec la prochaine. Merci, Efrazi. Je pense que celle que tu viens de présenter tout à l'heure, je rappelle qu'elle vient du Burkina Faso. Ouais, bien Juste une sûr. précision de taille. Alors, la dernière panéliste, c'est Iboula Melchi. Elle nous vient donc de la RDC, la grande RDC. Elle est médecin activiste, militante des droits des femmes et jeunes, en particulier les droits sexuels et reproductifs. Elle est coordinatrice de YouFIM en RDC, chargée de commission renforcement des capacités, formation et croissance du réseau. Youth Spirit en RDC, aussi chargée de communication, de commission renforcement des capacités à la GICAF AS, Alliance des jeunes champions pour l'avortement, des jeunes champions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone pour l'avortement sécurisé. Voici présenté Melchi Ivoula, j'espère que je prononce bien le nom. Allez, bienvenue à chacune de vous, chers panélistes. Je pense que pour les participants qui voudraient bien se présenter, il y a le chat. On est assez nombreux. Vous pouvez donc laisser juste un petit commentaire, une brève présentation. Et là, ça nous permet aussi donc de savoir avec qui nous sommes ce soir pour ce webinaire. Ok, merci Ali. Donc, on peut le constater dans tout ce qui est comme espace concernant la DSSR aujourd'hui. Il n'y a pas de rassemblement sans les jeunes. Les jeunes sont au cœur de tous les rassemblements. Et nous avons décidé à un moment de nous arrêter pour réfléchir ensemble sur la participation des jeunes dans ces espaces, pour vérifier réellement quel est l'impact de la participation de ces jeunes dans dans ces espaces, pardon, et quels sont le retour qu'ils font aux jeunes qui n'ont pas l'opportunité d'être avec eux dans ces espaces. Donc, le thème aujourd'hui de ce webinaire est amplifier la voix des jeunes, repenser leur impact dans les espaces de plaidoyer pour les DSSR, y compris l'avortement sécurisé. Et donc, les 90 minutes vont nous permettre d'analyser l'impact actuel de la participation des jeunes aux conférences et espaces de plaidoyer au niveau national, international et aussi au niveau régional, d'explorer les obstacles structurels, contextuels et opérationnels auxquels les jeunes sont confrontés, et puis mettre aussi en avant des stratégies, réfléchir ensemble donc à des stratégies, partager des expériences positives qui pourraient encourager la participation plus impactante des jeunes aux conférences et aux espaces de plaidoyer. Donc, voici succinctement les objectifs spécifiques que nous allons essayer d'atteindre pendant ce panel. Et donc, pour commencer déjà, nous allons commencer déjà par les premières questions. Et je vais me tourner vers nos panélistes. Je vais commencer par Reine Stéphanie, la championne du Burkina Faso. Reine, je sais que tu as eu l'opportunité de participer à énormément d'événements de plaidoyer, de prendre la parole au nom des jeunes de la région dans plusieurs espaces, pardon. Quel a été l'impact de cette participation réellement au niveau des questions des DSSR, non seulement pour ton pays, le Burkina Faso, mais aussi au niveau de la région? Merci beaucoup, Efrazi. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver euh, dans ce genre de cadre-là, partager nos expériences, mais surtout d'apprendre davantage des autres. Effectivement, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité, que dire, de participer à quand même pas mal d'espaces de dialogue. J'ai l'habitude de dire que ce sont des espaces de pouvoir qui nous permettent de porter des messages de structures dans lesquelles nous intervenons, mais aussi de porter des messages de nos jeunes pairs. Et aujourd'hui, je pense que si on est autour de ce panel-là pour parler de la participation des jeunes, c'est parce qu'on est tous convaincus euh, il y a des impacts, mais qu'il y a aussi des défis qui restent à être relevés et tout. Donc, mais il est essentiel en fait de se demander si cette participation se traduit réellement en un impact. Tu me l'as posé, tu as posé la question. Est-ce que cette participation se traduit en réel impact sur le terrain?
j'ai envie de dire oui et non à la fois. Oui, dans le sens où non seulement ça permet de représenter le pays, de porter les plaidoyers en termes de droits en santé sexuelle et reproductive, y compris l'avortement de ton pays, mais également et souvent, j'ai envie de dire, de la sous-région. Euh, mais non, parce qu'il arrive des fois que cette représentation-là se traduise euh, tout simplement parce qu'on n'a pas plus symbolisme. Voilà. Tout simplement parce qu'on a envie de diversifier les participants, de diversifier les cibles. Et lorsque on est dans ce deuxième cas-là, on se demande si on recherche un impact en impliquant ces jeunes-là dans ces cadres de décision, dans ces espaces de dialogue, dans ces espaces de plaidoyer. Et pour ce qui est de ma part, en tout cas, je pense que l'une des dernières représentations qui a quand même été d'un réel impact pour ma personne, mais aussi pour mon pays et pour l'Afrique de l'Ouest, c'était cette prise de parole à la Conférence internationale pour la planification familiale, où pour la première fois on va dire en 6 éditions de cette grande conférence, là, on donnait la parole à une jeune francophone. Ça, c'était déjà un impact, c'était déjà une manière de se positionner en tant que jeune francophone à cette grande conférence. Mais en même temps, le défi qui reste, c'est ce cas de redevabilité-là. Oui, on a pris la parole, mais et après? Comment est-ce qu'on fait le suivi de cette prise de parole-là? Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette première intervention. Merci, Euphrasie. Merci beaucoup, Reine. Tu as évoqué une expression par plus symbolisme. Et j'aimerais bien me retourner vers Aïda de Equipop par rapport à cette question de plus symbolisme. Les organisations invitent les jeunes dans les espaces, soutiennent la participation des jeunes dans les espaces. Mais j'aimerais bien poser la question à Aïda. Est-ce que c'est juste pour faire du buzz, entre griffes, pour parler comme une Ivoirienne? C'est pas plus symbolisme? Est-ce que c'est pour remplir juste un agenda ou est-ce que les organisations pensent effectivement que la participation des jeunes a une place effective dans ces espaces? Ok, merci beaucoup, Frazi, pour la question et aussi pour Reine Stéphanie pour sa première intervention. Donc, je pense que la question se pose réellement. Et puis, je peux... Donc, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas Equipop, nous sommes une association féministe de solidarité internationale et nous travaillons principalement pour les droits et la santé des filles et des femmes, donc bien précisément pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Et on travaille sur 3 axes. Donc d'abord ressourcer les activistes et leurs associations à travers un soutien technique financier. On impulse aussi des transformations concrètes et on espère durables à travers des projets et la production de connaissances. Et donc, pour moi, qui suis dans le volet plaidoyer, il s'agit notamment de mobiliser les responsables politiques, les citoyens et citoyennes autour de l'implication des approches féministes dans tous les domaines et de construire au final des sociétés où les droits des filles et des femmes et de tout être humain sont pleinement respectés. Donc, dans cette perspective, moi qui est chargée de plaidoyer pour l'Afrique de l'Ouest, en fait, ma mission principale, comme Ali l'a dit dans l'introduction, c'est de faire entendre et amplifier la voix donc, des premiers concernés, notamment des jeunes et des femmes. Et pour mon cas spécifiquement, des jeunes et des femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et surtout l'Afrique francophone. Donc, peut-être que je peux vous donner l'exemple du sommet de l'avenir où j'étais donc avec une collègue Equipop et on a accompagné, on est allé avec une délégation de 3 jeunes féministes. Donc, en amont, on s'est préparé, on a eu des réunions en ligne avec une trentaine de jeunes et de femmes de la sous-région pour élaborer un document de positionnement commun
que nous avons ensuite défendu sur place lors des journées d'action qui, du coup, ont précédé le sommet de l'avenir et l'Assemblée générale des Nations unies qui se sont tenues en septembre cette année. Et donc, je dirais que pour les organisations, les associations comme Equipop, qui veulent vraiment soutenir les jeunes et les femmes de la sous-région pour faire entendre leur voix, le défi réside quand même dans le fait que peut-être on fait face à un obstacle structurel. Ça veut dire que les Nations unies, surtout avec le sommet de l'avenir, on a l'impression qu'on observe une réelle volonté, ou en tout cas une volonté accrue d'intégrer ce dialogue intergénérationnel et de l'institutionnaliser dans une manière. Donc, il y a vraiment cette volonté de consulter en marge des négociations les jeunes, la société civile. Mais donc, l'obstacle structurel dont je parle se réfère notamment au fait que les Nations unies ont pour première cible les États membres, parce que c'est leur première cible, parce que voilà, les Nations unies négocient avec les États membres. Donc, en fait, l'obstacle est peut-être que la société civile risque d'en quelque sorte rester un peu marginale et qu'il faut vraiment pousser pour avoir un espace. Mais aussi, c'est tout un travail pour en fait comprendre ces processus des Nations unies qui sont des fois, si je dis chaotiques, c'est pas pour les critiquer, mais ce sont des processus qui se construisent à fur et à mesure. Et donc, c'est pas évident aussi de les cerner. Donc, mon rôle ou notre rôle, c'est de faciliter en fait la compréhension, d'essayer de trouver des points d'entrée et de faciliter du coup la participation des jeunes dans ce contexte qui est bien évidemment pas un contexte qui est tout lisse et tout bien préparé, mais où on fait face à des obstacles. Voilà. Donc, je pense que je vais peut-être m'arrêter là en terminant et en disant que malgré ces défis que Reine Stéphanie a aussi évoqués, la présence de la société civile et des jeunes peut rester très, très importante parce que la société civile, les jeunes, nous apportant des points de vue complémentaires, on rappelle les réalités du terrain. Et en fait, notre présence sert aussi comme contrepoids. Ça veut dire qu'on est sur place, on peut avoir une réelle impression de ce qui se passe, des négociations. On peut faire une veille sur le processus, mais aussi sur les mouvements anti-droit. Et au final, c'est quand même des opportunités uniques où il y a des bailleurs, des partenaires techniques financiers, des alliés qui se rassemblent et qui sont un peu plus ouverts, je dirais, à recevoir des retours critiques aussi et de discuter autour des sujets qui sont sur la table de négociation. Merci beaucoup, Aïda. Merci de ressortir ces obstacles qui sont liés à la lourdeur, si je peux utiliser le thème aussi souvent du système des Nations Unies. Peut-être, je vais faire une suggestion et puis nous allons continuer. Une suggestion, par exemple, pour certaines sessions des Nations Unies, pour les jeunes, c'est de chercher à faire partie des délégations pays. Et lorsque nous sommes membres des délégations pays, nous avons l'opportunité de participer aux discussions avec nos États. Ça aussi, c'est une possibilité. Je vais me tourner vers Swaiba. Le mouvement féministe sont beaucoup soutenus par par Equipop et par plusieurs autres organisations au niveau de la région. La question est de savoir effectivement comment est-ce que vous vous sentez légitime dans ces espaces-là en tant que mouvement féministe et comment vous vous sentez positionné par rapport aux organisations qui soutiennent vos participations à ces événements. Est-ce que vous vous sentez comme des partenaires ou simplement comme des personnes qui sont soutenues pour aller dans ces espaces pour représenter, pour qu'on dise en fait que ces organisations ont soutenu des féministes ou des jeunes?
Soyba, tu as la parole, s'il te plaît. J'ai une Merci panéliste qui m'a beaucoup. rejoint. Je vais Merci essayer beaucoup, de l'interrompre Efrazi. maintenant. Merci. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Très bien, Soyba. Très bien. Ok, merci beaucoup. Et effectivement, tu as raison. Des organisations comme Equipop et le Centre Audace sont des organisations qui sont des alliés des féministes avec lesquels nous participons à des espaces internationaux et régionaux avec lesquels aussi nous co-créons euh, des campagnes ou bien des projets ou bien des documents de positionnement. Et je crois qu'il faut leur accorder tous les crédits parce qu'ils ne sont pas nombreux, les bailleurs, même ceux qui se disent féministes, qui ont dans la réalité une démarche réellement et véritablement féministe. Parce que comme Aïda l'avait dit, je pense que depuis quelques années, par exemple avec Equipop, nous assistons à des événements et nous élaborons des documents de positionnement. Mais ce n'est pas un document de positionnement qui est rédigé par Equipop. C'est un document que nous travaillons ensemble avec Equipop, avec toutes les féministes d'Afrique de l'Ouest et du centre, notamment francophone, et que ce sont des idées, des réalités, en fait, qui viennent du terrain, qui viennent de nous. Ce n'est pas Equipop qui, on va dire, qui rédige un document et qui fait que on va juste faire objet de figuration. Et c'est le même cas avec le Centre Audace aussi, avec lequel nous occupons les espaces d'expression, avec lequel nous produisons aussi de la connaissance et avec lequel nous nous mettons en coalition pour surtout contrer et combattre les mouvements anti-droit parce que le corps des femmes appartient à tous, à tout le monde, sauf aux femmes elles-mêmes. Et c'est heureux que nous, les féministes, nous puissions travailler avec le Centre Audace. Nous produisons de la connaissance, nous produisons des évidences, nous produisons on va dire des données et surtout nous sommes aussi toujours dans l'optique de la co-création. Parce que l'avantage de ces deux organisations que je viens de citer, c'est que ce sont des organisations féministes avec lesquelles nous arrivons à nous positionner. Nous arrivons aussi à faire changer des choses. Par exemple, la justice linguistique, nous, en tant que féministes noirs d'Afrique qui parlent français, la justice linguistique, c'est aussi un problème parce que quand nous participons à certains événements internationaux, déjà les communications ne sont pas faites en français ou quand nous prenons la parole, notre parole n'est pas traduite pour que les autres puissent entendre ce que nous avons à dire, puissent entendre nos vécus, puissent avoir nos récits. Et c'est quelque chose, c'est un point sur lequel nous avons pu réussir à nous positionner et que nous avons même manifesté à Women Deliver 2023 à Kigali. Nous avons manifesté notre mécontentement parce qu'il n'y avait pas de tradition, il n'y avait pas de justice linguistique. Et je crois qu'il y a eu un changement, il y a eu un impact. Par exemple, pour Awid qui aura lieu le mois prochain, ils ont pris des dispositions pour que les récits, les histoires des féministes qui parlent français puissent être prises en compte, puissent être écoutées. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais c'est quelque chose que nous avons réussi à faire. Et nous avons réussi à le faire parce que nous nous sommes positionnés, nous avons fait des plaidoyers, nous avons rédigé des documents de positionnement et que petit à petit, nous arrivons à nous faire entendre sur ce point. Je vais pas m'attarder sur les autres points, mais aussi c'est la démarche certaines fois que nous questionnons. Parce que nous sommes des féministes noirs d'Afrique, mais nous questionnons tous les processus. Nous questionnons surtout pour la décolonisation des rencontres, des approches, de manière de parler, de manière de nous représenter aussi. Et je crois que ce sont des points sur lesquels la décolonisation et la justice linguistique sur lesquels nous nous sommes positionnés avec Audace et avec Equipop et que je pense que nous avons été écoutés et nous avons pu
nous faire entendre. Merci beaucoup, Swaiba. Merci à nos 3 panélistes qui ont déjà pris la parole sur cette première question. Et j'ai noté que les organisations qui acceptent de soutenir les jeunes, c'est une opportunité pour les jeunes, que ce soit les jeunes féministes ou les jeunes activistes sur les questions de DSSR. Merci beaucoup à nos 3 intervenants, à Reine, Aïda et Swaiba. Je vais passer la parole à Ali pour la prochaine question. Merci beaucoup. Merci bien, Ifrazi. Merci donc à nos chers panélistes de nous avoir édifiés donc sur cette première question. Maintenant, vous savez qu'on a parlé, entre autres, dès le départ donc de cette implication réelle et de l'impact que cela pourrait bien sûr donc donner. Parce qu'une chose est de participer à des instances régionales, internationales, de prise de parole pour impacter naturellement nos communautés. Mais très souvent, je pense que Aïda Sam est revenue un peu donc sur quelques obstacles, des obstacles liés donc à la participation même de ces jeunes à ces instances de prise de parole. Et j'aimerais bien sûr donc voilà qu'elle revienne un peu sur de façon très 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 pragmatique quel type d'obstacle en tant que partenaire, voilà, en tant que PTF, voilà, naturellement Equipop, voilà, cette organisation fait souvent face pour impliquer naturellement donc les jeunes, voilà, pour impliquer les jeunes à certaines instances. Je parle tantôt donc d'obstacles structurels. Ça peut aussi donc prendre aussi, comment on appelle ça, un volet structurel. Donc, est-ce qu'elle peut essayer donc de revenir un peu donc sur, voilà, sur les principaux obstacles qu'on peut, voilà, que Equipop en tant que PTF peut endurer, voilà, en voulant bien sûr impliquer certains jeunes, voilà, dans des instances, dans des, voilà, lors des tribunes de prise de parole, en tant que partenaire technique et financier, bien évidemment. Donc, Aïda Sam. Oui, avec plaisir. En premier lieu, je dirais que si moi, par exemple, je pars dans un espace, dans une conférence régionale, internationale, je ne vais pas nécessairement me distancier ou dissocier des militantes féministes que j'accompagne ou nous accompagnons ensemble. Donc, je pense que les obstacles dont moi je peux faire face ou dont moi je fais face dans mes démarches de faciliter donc notre présence dans ces lieux peuvent être les mêmes obstacles qui ont aussi été mentionnés donc à travers les différentes interventions. Donc, on a entendu qu'il y a des enjeux très pragmatiques donc en termes d'inclusion linguistique et qu'il y a une limite dans le fait qu'en fait, il y a des espaces où soit il y a peu de traduction, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas la communication, par exemple, en français. Donc, même pour le sommet de l'avenir, par exemple, on a facilité l'intervention d'une des militantes féministes pour un side event organisé par la coalition DSSR de Forum Génération Égalité. Donc, c'était ONU Femmes qui était dans le lead. Et par exemple, lors du briefing, on était à 2 parce qu'en fait, le briefing ne se faisait pas en français, donc il n'y avait que l'anglais. Donc peut-être l'enjeu pour nous, c'est aussi d'avoir des gens qui comprennent l'anglais. Donc moi, je peux faire le pont et la traduction. Entre-temps, espérons que du coup, comme Swaiba l'a dit, les organisations prennent une réelle conscience qu'il faudrait en fait mettre à disposition des mécanismes de traduction, mais aussi en fait de bien organiser, de bien communiquer pour en fait fluidifier cet échange sur place, donc que vraiment aussi les participantes et participants sont briefés sur comment utiliser le petit outil de traduction. Enfin, ce sont des trucs très très pratiques donc auxquels on fait face et qui constituent des obstacles. Après, en termes de logistique, pour l'Afrique, c'est malheureusement vraiment une réalité que l'obtention des visas peut être un frein à des participations.
ou que voilà, même les démarches prennent énormément de temps. Donc, si on est pris à court, par exemple, par une intervention, par exemple, pour New York, on devait poser la condition, on peut que prendre des personnes, on peut que choisir parmi les personnes qui ont déjà un visa, parce que le timing ne nous a pas permis, en fait, de demander des visas, de faire des démarches. Après, je pense qu'on a aussi parlé de la redevabilité. Donc, c'était Reine Stéphanie, je pense, qui a mentionné ça. C'est que peut-être c'est un obstacle qui se pose internement, donc entre les associations, les ONG, les réseaux, mais aussi les militantes féministes. Ça veut dire de réfléchir comment est-ce qu'on peut sortir de participation et d'appui ponctuel. Comment est-ce qu'on peut en fait tirer plus de leçons, dynamiser les échanges autour des expériences faites, comment on peut utiliser ces expériences pour en fait nous améliorer, tirer des leçons, etc. Et donc je pense les deux derniers obstacles, c'est les obstacles que j'ai déjà mentionnés. Donc l'obstacle structurel que la société civile est quelquefois consultée en marche. Donc on peut peut-être avoir le sentiment qu'on ne peut pas influencer de manière révolutionnaire, mais peut-être là, pour nous, on doit un peu relativiser nos objectifs et nous dire qu'en fait, être sur place, ça peut déjà apporter plein d'opportunités par la suite. Si ce n'est pas d'impacter sur le moment, ça peut impacter dans le long terme. Et du coup, peut-être le dernier obstacle, c'est qu'en effet, si on parle de buzz, il peut y avoir une dissonance entre les discours qui sont tenus, donc de vouloir impliquer les jeunes, vouloir impliquer la société civile, par exemple faire de grosses campagnes de communication sur les réseaux sociaux, et en fait la réalité qui est qu'il y a des places très limitées, que pas tout le monde peut prendre part, et là je pense qu'il y a quand même pas mal d'améliorations à faire aussi, dans le sens où il faudrait un peu faire attention et pas générer des frustrations. Je parle par exemple du dialogue de la jeunesse où les retours étaient quand même un peu mitigés et où peut-être quelques-unes seraient attendues à plus, à pouvoir impacter plus. Et du coup, c'était quand même très sélectif, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci bien pour cette belle réponse. Je note entre autres que les obstacles que vous avez cités, je vois que le premier, vous avez parlé donc d'inclusion linguistique, qui est un des obstacles majeurs. Vous avez parlé également de cette question de difficultés liées donc à la logistique, l'obtention de visa, les préparatifs. Il y a la question de redevabilité souvent qui revient presque à chaque fois. Je pense que voilà, qui a été abordé donc lors de la première question. Mais un élément peut-être que je n'ai pas capté, je pense quand même que c'est tant mieux. Je ne pense pas que je vais vous donner encore la parole. C'est peut-être la question de finances, parce que très souvent, cette question de finances revient, voilà, au niveau donc des partenaires techniques et financiers. Mais très heureux donc d'entendre qu'au niveau d'Equipop, bon, voilà, cette question n'est pas du tout une difficulté. C'est voilà qui puisse être une limite, voilà, à l'implication effective donc de jeunes, voilà, à des instances de prise de parole. Je pense que c'est déjà tant mieux que ce soit pas une question liée à la finance, mais beaucoup plus, voilà, des questions qu'on pourrait naturellement donc voilà remédier. Merci bien à vous pour cette magnifique réponse. Je pense que je vais me tourner vers Aïda Elodie, essayer donc de l'entendre par rapport donc très souvent, on a des jeunes qui participent à des instances, à des activités régionales. En tant que jeune, qu'est-ce qu'on aimerait bien sûr, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour peut-être éviter telle difficulté? Quels sont les enjeux? Je parle bien sûr donc je ne voudrais pas parler de difficultés parce que difficulté, très souvent lorsqu'on dit difficulté, c'est souvent donc une situation peut-être qu'on a du mal peut-être à remédier, mais dans tous les cas, c'est un cercle. Mais à vous qui participez donc à ces instances-là, quels pourraient être les obstacles à cette participation?
Je voudrais un peu vous guider par rapport donc à la réponse. On peut aller beaucoup plus donc sur des questions. On va peut-être laisser donc, pas laisser, mais donner moins d'importance aux aspects logistiques parce que c'est revenu dans la réponse de Aïda. Mais je pense que vous, nous, en tant que jeunes, vous, en tant que jeunes qui participez donc souvent à ces instances-là, il y a quand même des obstacles liés donc à ces participations-là que vous souhaiterez bien sûr donc adresser. Allez, Aïda, Elodie. Merci beaucoup Ali. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Aïda Brun, donc la coordinatrice régionale de la communauté des jeunes engagés de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je viens juste d'être élue. Avant ça, j'étais coordinatrice nationale adjointe de la Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui ne savent pas, la communauté des jeunes engagés est une plateforme, on va dire un réseau d'organisations de jeunesse qui a été impulsé par notamment Equipop, UNFPA, UNESCO, l'OMS, pour justement suivre des engagements qui ont été pris par les ministres de la Santé et de l'Éducation des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, des engagements pour justement garantir le bien-être, la santé et l'épanouissement des adolescents et des jeunes. Dans ce sens-là, j'ai beaucoup participé à des conférences, à des réunions avec des partenaires ou des décideurs politiques. En dehors de la communauté, je suis aussi vice-présidente de la commission environnement, développement durable du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et aussi membre d'une organisation de jeunesse qui fait le lien entre l'Union africaine et l'Union européenne. Donc, j'ai eu l'opportunité de bénéficier, de bénéficier à des rencontres pertinentes pour justement faire des plaidoyers sur des messages que je porte. Et le premier obstacle que j'ai remarqué, qui touche en tout cas les organisations de jeunesse, c'est la capacité à délivrer un message. On a tendance, effectivement, comme Reine l'a dit tout à l'heure, les jeunes sont, on va dire, en vogue aujourd'hui. Il faut des jeunes partout, il faut un certain nombre de jeunes. Il y a une quantification qui se fait absolument dans tous les événements. Il faut des jeunes, il faut impliquer les jeunes, il faut laisser la parole aux jeunes. Mais en réalité, est-ce qu'on donne les outils nécessaires aux jeunes pour qu'ils puissent être capables de délivrer des messages pour avoir un plaidoyer qui a un impact? Deuxième chose, de mon expérience, on a des partenaires qui sont vraiment dans l'implication effective, notamment dans le cadre du suivi de l'engagement en partenariat avec Equipop, UNESCO et d'autres organisations qui ont travaillé sur ce texte d'engagement et qui ont accompagné les États à signer ces textes-là. Ils sont en train de mettre en place justement un mécanisme qui permet aux jeunes d'avoir accès aux parties prenantes locales, donc au gouvernement, aux ministres, au ministère de la Santé et de l'Éducation pour justement faire leur plaidoyer, pour pouvoir faire justement le suivi avec les indicateurs qui ont été développés pour les engagements qui ont été pris et aussi comment les jeunes peuvent participer à des espaces de gouvernance auprès des partenaires. Donc, il y a un groupe technique de travail qui est mis en place où la communauté des jeunes est représentée pour le moment par deux personnes, donc moi et la responsable plaidoyer qui s'appelle Wopa. Désolée, il fait très chaud, je suis à Dakar, donc du coup, j'ai pas la clim. Et on est en train de voir comment on pourrait permettre à tous les coordonnateurs au niveau national de pouvoir aussi prendre part à cet espace-là pour justement porter leur plaidoyer, pouvoir soulever les messages qu'ils ont envie de défendre auprès des partenaires dans ces espaces qui sont des espaces d'appui technique et financier. Parce que le problème, c'est que en dehors de faire du plaidoyer pour les messages sur nos défis, ce serait bien aussi d'avoir des espaces où on peut communiquer de manière directe avec les partenaires sans avoir ce rapport de hiérarchisation en disant que les jeunes sont obligés de suivre les agendas des partenaires. Donc, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on a besoin d'outiller davantage et d'avoir des stratégies lorsqu'on va dans ces espaces-là. Il ne faut pas aller dans ces espaces sans documents qui permettent de présenter quelle est ton organisation, qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, avoir des petites cartes de visite, avoir un petit QR code qui peut être partagé rapidement,
en amont, peut-être faire une cartographie des potentiels partenaires qu'on peut rencontrer dans ces espaces-là, en dehors de prise de parole lors des panels, c'est d'aller chercher à networker avec ces potentiels partenaires ou ces décideurs, essayer de discuter avec eux. Lorsque vous rencontrez la délégation de vos pays dans des espaces de conférences internationales, c'est de rentrer en contact avec eux et de s'assurer que quand vous allez rentrer au niveau de votre pays, vous pourriez aussi avoir accès à eux. Donc, en termes de logistique aussi, on a ce problème de représentativité. Donc, on sait tous que voyager, c'est bien, ça permet de développer d'autres skills. Et donc, il peut y avoir des petits combats et des jeux de leadership dans le choix des jeunes. Mais je pense qu'il faut être honnête. Il faut qu'on soit honnête entre nous en tant que jeunes. Si on veut avoir plus de possibilités de participer à ces échanges, il faut qu'on soit capable d'avoir un message impactant. Et pour ça, il faut que nous aussi, on soit capable de travailler sur les problématiques ou de travailler sur les défis qu'on rencontre lorsqu'on se retrouve dans ces espaces, ou bien quelles sont les problématiques que les partenaires ont pu identifier, comme Aïda a pu identifier certains, et voir comment nous, on peut justement trouver des solutions, s'améliorer pour justement pallier à ces problématiques et à ces freins-là d'implication des jeunes. Et dernier message, je vais prendre un exemple très concret. J'avais participé au lancement de la stratégie continentale de l'Union africaine en tant que jeune de la communauté des jeunes engagés avec 3 autres jeunes. Et on nous avait demandé justement de prendre la parole pour le jour du lancement. On nous a demandé de faire une petite critique, analyse de la stratégie. On nous l'a envoyé pour qu'on puisse la lire en amont et faire une petite analyse de ce qu'on pense en fait justement de la stratégie. Et je me suis permise de faire un plaidoyer en justement, juste avant de faire la critique, j'ai d'abord remercié le fait qu'on nous ait fait participer à ce lancement-là, mais j'ai souligné qu'en fait, si vous voulez prendre en compte les inputs, les suggestions, les recommandations des jeunes, il ne faut pas les faire venir prendre la parole lors du lancement pour critiquer, mais plutôt les intégrer ou les impliquer lors de l'élaboration. Lorsqu'il y a les drafts, lorsqu'il y a les discussions sur la stratégie de Continental, il faut que nous, jeunes, qui sommes concernés par cette thématique-là, qu'on puisse être présents. Donc ça, c'est un plaidoyer que j'ai fait parce que je disais justement que je n'avais pas l'impression que mes suggestions allaient être prises en compte parce que le document avait déjà été validé. Donc, quelques mois plus tard, j'ai été contactée par Dr Geoffrey, qui est le responsable santé Aïda, adolescents et jeunes. Oui. Aïda, on va juste Oui. essayer donc, parce qu'il y a une partie partage d'expérience. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est assez édifiant. Et je pense que on va peut-être réserver cette partie donc à la dernière question qui sera bien sûr donc assurée par Ifrazi. Désolé de te couper parce qu'on a un impératif de temps. Problème. Et voilà, merci bien. Déjà, j'ai noté essentiellement un élément assez important que tu as soulevé, et qu'il faut noter d'ailleurs, c'est notamment le problème donc, de capacitation donc, des jeunes. C'est vrai, tu l'as dit, un jeune qui veut prendre part donc, à une instance, il faut impérativement que ce dernier puisse avoir donc, ne serait-ce que les capacités nécessaires donc, pour pouvoir donc, représenter son organisation et de pouvoir délivrer un message. Et je pense que ça, c'est un élément clé, voilà, de la représentativité, et vous l'avez souligné, c'est un obstacle majeur auquel certains jeunes font face. Pour pouvoir représenter, il faut avoir donc, les capacités nécessaires pour le faire. Et je pense qu'il y a une jeune qui est avec nous, qui représente donc la JICAP. Et je pense qu'elle pourra également, au-delà de cette question donc, de capacité de jeunes que nous faisons face, en tant que membre donc, de cette organisation, la JICAP, quel obstacle, en tant que représentante, elle pourrait bien sûr donc, voilà, faire face en termes donc, de représentativité? Est-ce que c'est toujours donc, les questions de manque d'opportunités, des questions de logistique,
Au-delà donc des capacités donc des jeunes à délivrer, est-ce qu'au niveau donc de la GICAP, il n'y a pas de jeunes disponibles pour pouvoir porter un message, pour porter un plaidoyer? Quelles peuvent être les difficultés, les obstacles majeurs auxquels jeunes représentants de la GICAP pourraient faire face donc voilà à cette question de représentativité? Et je pense que je vais donner la parole à Melchi, qui est avec nous parmi les panélistes. Bonjour Ali, oui, je suis là, merci beaucoup. Vous m'attendez? On t'entend bien avec une sublime voix. Vas-y. Ah, ok, merci beaucoup. Merci pour cette occasion combien enrichissante pour nous les jeunes, parce que c'est vraiment des espaces comme ça où nous pouvons nous exprimer et puis porter nos voix et nos opinions. Alors, j'espère que mes prédécesseurs ont beaucoup parlé, ils ont martelé sur beaucoup d'obstacles qu'ils racontent, mais je vais quand même essayer d'énumérer quelques-uns qui pourront s'aligner à cela pour ne pas que je sois répétitive. Alors, les obstacles sont vraiment nombreux. Il y en a la représentativité des jeunes, il y a la légitimité des participants, le processus de sélection qui a déjà été abordé, la récurrence des mêmes personnes, les équilibres même entre les objectifs, l'infiltration par les anti-droits. C'est aussi un des obstacles qu'il faut vraiment tenir compte parce que aujourd'hui, la présence des groupes anti-droits dans des espaces de plaidoyer des jeunes, des ateliers ou des conférences peut nuire à l'efficacité des revendications des de nos messages ou bien nos voulus ou nos vrais besoins. Il y a même la nature même des espaces des plaidoyers. Certains espaces peuvent être perçus comme fermés ou peu accueillants pour les jeunes ne pouvant pas, ne les aidant vraiment pas à s'exprimer comme il faut. Et il y a aussi dans le processus de sélection, la sélection des participants peut être opaque, favorisant les mêmes individus et excluant d'autres voix importantes qui peuvent être attendues. Parce que, il faudrait même que dans le processus de sélection, qu'il y ait une transparence, que ça soit transparent et ouvert, avec les critères très clairs, préétablis pour la sélection de jeunes. Mais aussi, comme l'a dit Aïda, j'ai oublié les noms, je sais qu'il y a des Aïda ici, et comme des choses, même qu'on soit même inclus, que les jeunes trouvent place au fait, même pendant l'élaboration, les préparatifs de l'atelier ou la conférence, ou même ces espaces-là où nous pouvons nous exprimer. C'est là où j'ai évoqué l'équilibre entre objectifs. Équilibre entre objectifs, pour moi, sous-entend que instaurer des dialogues préalables. Au fait, c'est vrai qu'on va aller, on va représenter la jeunesse d'un X, Y pays, mais est-ce qu'en amont, il y a eu l'instauration des dialogues préalables pour aligner les vrais besoins des jeunes? Parce que ce sont des espaces qu'on se réunit pour trouver les solutions, mais on ne peut pas porter des solutions qui ne s'alignent vraiment pas aux vrais besoins. Si en amont, il y a l'instauration des dialogues préalables entre les décideurs, entre les organisateurs et même les jeunes qui vont représenter d'autres jeunes pour préparer vraiment les thématiques qui vont s'aligner aux vrais besoins, en discuter et trouver des solutions. Les défis liés à la logistique a déjà été abordé et en mettant en œuvre aussi plusieurs stratégies adaptées, nous pouvons garantir que la voix des jeunes soit non seulement entendue, mais aussi valorisée dans la lutte pour les droits sexuels et y compris l'avortement sécurisé. C'est vrai que nous, au niveau de la RDC avec AIPAS, on a cette possibilité de porter nos voix nous-mêmes et chaque fois qu'il y a des possibilités d'échanger avec d'autres partenaires qui arrivent pour visiter les pays ou bien implémenter d'autres projets, c'est nous-mêmes qui portons nos voix vers ces partenaires. Le message nous est lancé, la communication, l'information nous est passée et c'est à nous-mêmes de porter nos voix vers ces partenaires, présenter les différents défis qui sont liés peut-être à certaines démarches, l'évolution de nos activités, de nos plaidoyers et autres, mais ce n'est vraiment pas faisable chez d'autres partenaires parce que c'est vrai, il y en a ceux qui nous prennent seulement de façon symbolique. On est là pour les décors, pour les symboles. Dès que l'objectif sera atteint, du coup, ils vous lâchent, chemin faisant. C'est dire qu'on avait juste besoin d'eux pour un temps et là, on peut les laisser. Et puis, ils mobilisent les fonds. Quand ils auront encore besoin de jeunes, ils reviennent, ils prennent le même jeune qu'ils ont lâché en route
pour dire que leur utilité s'était arrêtée ici. Donc, il y a des partenaires, s'il faut le dire, et il ne faudrait pas qu'on se voile la tête, qui utilisent les jeunes de façon symbolique simplement, symbolique sans pour autant vraiment que leur voix soit portée, sans pour autant qu'elles participent vraiment aux instances décisionnelles, sans pour autant qu'ils portent vraiment des décisions. C'est comme ça que vous allez arriver dans une salle où on dit que non, c'est un espace de jeunes, ils vont s'exprimer, ils vont de là besoin, tout ça. Vous arrivez, vous trouvez que 3/4 de la salle est remplie de vieux et vous vous demandez, mais est-ce que ça, c'était vraiment une activité liée à la jeunesse ou c'était une activité de jeunes? Moi, je me rappelle un jour, je suis sortie de la salle comme ça. J'ai pris mes bagages, je suis sortie parce que ça ne m'arrangeait pas. On a dit que c'était une activité de jeunes, mais on vient, on trouve que c'était rempli de plein de vieux. Et je me disais, est-ce que ce sont de plus âgés ou ce sont ces vieux qui vont réellement porter nos voix pour qu'elles puissent impacter ou l'on nous a juste appelés pour faire les décors? C'est comme ça que j'avais pris mon sac, je suis partie. Donc, les défis sont encore grands, Alice, demain encore grands dans nos pays, dans la région, dans le monde. Ouais. Mais je pense que c'est aussi possible de commettre plusieurs stratégies en marche pour pallier à tous ces différents défis liés au plaidoyer que peut porter les jeunes pour eux-mêmes d'abord. Voilà, en Mm, gros, pour ne pas mm, monopoliser la parole. Merci. Merci bien, Iboula. En lingala, on dit Matondi. Je pense que vous avez Matondo. Matondo. Eh bien, c'est qu'est-ce que tu as compris. Oui. Vous avez bien sûr donc écorché les questions assez cruciales de la participation des jeunes, les obstacles auxquels ils font face. Et vous avez abordé, entre autres, la question de l'infiltration par des groupes anti-droit, qui est une problématique majeure, les espaces qui sont fermés, qui limitent ainsi donc la participation des jeunes et malheureusement donc des processus de sélection un peu qui peuvent biaiser donc une participation efficace de ces jeunes-là. Et malheureusement, vous avez vécu une expérience où vous avez fait la chaise vide, vous avez claqué, et on dira peut-être que prochainement, restez et dites la vérité à ces personnes-là. Et je pense que là, ça pourra donc contribuer à faire changer les choses, peut-être que de faire la politique de la chaise vide. Je pense que nous sommes en train donc d'avancer très lentement et je sais que les participants sont impatients de poser leurs questions, de faire des commentaires, de faire des ajouts, des observations par rapport aux questions qui sont posées donc aux panélistes, aux réponses qui sont données. Et vous aurez bien sûr donc une plage pour pouvoir donc vous exprimer, vous aurez la parole de vous exprimer d'ici là. Je pense que pour avancer et aborder donc certainement le dernier point, Efrazi Koulibaly, si elle m'entend, va bien sûr donc prendre la main pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Ali. Merci. J'ai pu noter énormément d'obstacles que les jeunes rencontrent. Et je pense que à ces obstacles également, les uns et les autres ont fait des propositions pour améliorer, pour répondre à ces obstacles. Donc, nous allons maintenant passer au partage d'expériences et de stratégies réussies. Nous allons partager les bonnes pratiques et les leçons aussi apprises dans notre participation dans ces événements. Chacune, de nos participants, de nos panélistes ce soir, a participé à des événements assez importants. La question que je voudrais maintenant poser, et nous allons faire un tour de table rapide de d'1 à 2 minutes par panéliste, pas plus, parce que le temps est en train de nous lâcher aussi, pour que nos invités aient la possibilité de poser leurs questions. Comment est-ce que vous avez pu faire la restitution de votre participation à ces événements-là aux autres jeunes qui sont restés dans les pays? Est-ce que lorsque vous êtes retourné de ces événements assez importants, vous avez pu faire une restitution à vos pairs? Est-ce que vous avez pu partager ce que vous avez eu comme expérience? Est-ce que vous avez pu mettre à l'échelle au niveau de vos pays respectifs ou auprès des jeunes que vous avez pu représenter dans ces espaces? Et je vais commencer par Swaiba. Du Niger. Sohaïba, si tu nous entends, bien sûr. Je sais que tu Oui, es je en vous entends. déplacement et Merci que tu as des beaucoup. défis, donc je Merci voudrais beaucoup. commencer par toi. Voilà. OK. Alors, moi, je pense que l'une des plus-values de la participation à ce genre d'événement, c'est surtout s'imprégner de ce qui se fait mieux ailleurs aussi et qui est réplicable. Et je pense que si je peux parler de façon concrète, c'est que, par exemple, je vais dire le plus récemment, c'est
sont les techniques de soins collectifs. Comment on fait pour prendre soin de nos membres les uns les autres? Comment on fait pour prévenir l'épuisement militant? Comment on peut pour prévenir le burn-out? Ce sont en fait des mécanismes ou bien des actions que nous avons vus ailleurs et que nous sommes venus, en fait, nous avons répliqué et que nous avons déjà demandé aussi l'appui de l'organisation chez qui nous avons vu. Ils nous ont accompagnés dans le processus, dans le partage d'expériences. Et je crois que c'est quelque chose qui nous a fait du bien. Parce que la chose qu'on oublie aussi, c'est aussi la charge mentale qui est liée, en fait, au militantisme. Et on fait très rarement cas dans le fonctionnement quotidien de notre organisation pour dire, bah, écoute, comment on fait pour préserver nos membres? Comment on fait pour que les gens puissent prendre soin d'eux, puissent se reposer pour mieux continuer le travail, pour mieux faire le militantisme? Je suis désolée, je suis dans un, je suis en voyage, donc je suis dans un endroit où il y a le bruit et je vais même demander la permission parce que là, on va quitter. Donc, voilà ce que quand même je voulais partager avant de partir. Merci beaucoup et c'est fait un plaisir. Merci beaucoup, Swaïba. Merci surtout de partager sur le point du bien-être entre membres parce que souvent on est amené à mener une lutte et on s'oublie individuellement ou on oublie également ceux qui sont proches de nous, qui travaillent avec nous tous les jours. Merci pour ce partage. Je vais me tourner vers Melty. Melty, pour parler aussi encore de questions de redevabilité, est-ce qu'il y a un besoin spécifique d'accompagnement? Est-ce qu'il y a une stratégie réussie de partage également des expériences que vous avez pu acquérir dans des espaces de plaidoyer, dans des espaces de prise de parole? Ok. Merci beaucoup, Efrazi, pour la parole. Alors, moi, je vais vite partager l'expérience telle que la participation de gens de Youth Sprint au JASAF, parce que on était 9 de la RDC au nom de Youth Sprint et à notre retour, puisqu'il y a cette redevabilité là et même le partenaire qui vous fait déplacer et même et aussi sont redevables aux différents bailleurs de fonds. Ce qui fait qu'à notre retour, nous étions, c'est vrai, quelques provinces étaient représentées, la capitale et puis des autres provinces, Goma et Lubumbashi à l'est du pays, mais il y avait des gens des autres provinces qui n'étaient pas là avec nous. Qu'est-ce qu'on a fait à notre retour? On a élaboré un TDR, on a présenté nos différents besoins qu'on avait envoyés à IPAS pour voir comment est-ce qu'on peut restituer notre participation de JASAF dans toutes les provinces du pays. Et c'est comme ça que cet TDR nous a été accepté et il fallait commencer à implémenter cette modalité de restitution. Et après, comme ça s'alignait déjà aux autres activités que Youth Sprint devait mener, c'est comme ça, à chaque activité qui était menée dans la province, on faisait des notes nécessaires pour Ben, bien Melky, on t'a entendu. perdu? Oui, OK. Efrazi, comme je disais, oui, comme ça s'alignait déjà, c'était venu nous trouver en pleine campagne parlant avortement, comme d'habitude. Et c'est comme ça, on a fait de notre mieux d'aligner les différentes discussions qui ont été discutées au JASAF dans toutes les provinces lors de l'implémentation de nos campagnes en présentiel comme en ligne ou même les dialogues intergénérationnels. C'est comme ça on s'était arrangé pour les jeunes des autres provinces qui n'ont pas pu participer d'en bénéficier. C'est vrai que la RDC est très grande. On a 26 provinces. Ce n'est vraiment pas dans toutes les provinces dont le message était passé, mais il y a le travail encore là. On est en train de le faire. Comment est-ce que les autres provinces peuvent aussi être prises en compte pour que même les plaidoyers soient inclusifs et que la participation là ne puisse exclure personne. Donc, c'est en gros notre partage d'expérience par rapport à notre participation au JASAF. Merci beaucoup, Melky. On peut remarquer dans l'intervention de Melky qu'ils ont eu l'opportunité d'un appui technique d'un partenaire qui est IPAS RDC pour la restitution de leur participation à cette activité. Je voudrais donc me retourner vers Aïda d'Equipop.
au-delà de l'appui que vous apportez aux organisations, aux féministes, aux jeunes pour participer à ces événements, est-ce qu'il y a un appui également pour la restitution au niveau de leur pays respectif, au niveau des autres jeunes qui, peut-être pour des raisons logistiques, pour d'autres raisons, n'ont pas pu être dans ces espaces-là? Est-ce qu'il y a un appui pour faciliter également une restitution de sorte que ces jeunes-là aussi puissent bénéficier de ces expériences que les jeunes ont acquises? Merci pour la question, Euphrasie. Peut-être que je vais aussi te laisser spécifier ce que tu entends par redevabilité si ma réponse n'est pas, pardon, ce que tu veux dire par restitution. Si ma réponse n'est pas claire, et je suis désolée, il y a des constructions, donc je ne sais pas si ça dérange ou pas. On t'entend très bien, Aïda. Mais je pense que c'est une question qui se pose véritablement. Donc aussi, j'ai vu la question sur l'obstacle des financements. Donc en fait, il faut comprendre qu'en tant qu'association, on fait face à des limites financières de toutes les façons parce qu'il y a des projets qui sont sur des budgets et puis il peut y avoir des lignes budgétaires donc pour financer des déplacements. Et là, peut-être, je dirais qu'une piste de solution, c'est de mieux se coordonner avec d'autres organisations pour peut-être avoir un plus grand impact qui dépasse un peu les limites d'une association ou une organisation qui, du coup, peut faire ce qu'elle peut, mais des fois, voilà, il peut en effet avoir des limites financières et budgétaires. Maintenant, pour la restitution, je pense que c'est aussi quelque chose dont nous sommes rendus compte qu'il faudrait beaucoup plus mettre l'accent sur cette restitution et peut-être aussi dès le début en fait informer les jeunes qui sont sélectionnés qu'ils sont redevables à la communauté des jeunes et qu'il faudrait penser du temps de travail pour faire une restitution si ce n'est que un call, un débrief online. Après, je ne sais pas si vous parlez de financement, si vous pensez à de plus gros projets en matière de restitution. Mais oui, je pense que là se pose aussi la question de bien coordonner, communiquer entre nous. Et je pense que c'est là où peut-être collectivement on peut aussi repenser l'approche participative que nous, on essaye quand même d'avoir. Ça veut dire qu'on essaye de laisser beaucoup de liberté aux jeunes, de choisir qui seront les délégués. Donc, bien sûr qu'il y a toujours plein de questions qui se posent. Est-ce que ça met en concurrence des jeunes? Est-ce que entre jeunes, on arrive à trouver des solutions? Et puis, je pense que là aussi, c'est une difficulté, du coup, de vouloir donner beaucoup d'agentivité aux jeunes, mais aussi de vouloir essayer d'être assez flexible. Mais je pense que peut-être il faudrait quand même avoir une marche très claire et vraiment informée du fait que voilà, vous allez à New York, vous allez, je sais pas, à Kigali, à Nairobi, mais en fait, vous allez dans le nom d'une communauté des jeunes et vous êtes redevable face à cette communauté. Mais peut-être que, voilà, si vous voulez préciser sur quel genre de restitution aussi, peut-être à quel genre de restitution vous pensez ou qui sont souhaités, enfin, je vous laisse aussi préciser, spécifier. Merci beaucoup, Aïda. Je pense que la réponse était assez claire quand même et la réponse était en phase avec la question que je posais parce que la question était dans la dynamique qu'on participe à des événements, mais on participe au nom de communauté. Je prends l'exemple de Rennes qui prenait la parole à la conférence internationale sur la population, pardon, sur la planification familiale, mais qui prenait la parole au nom des jeunes francophones qui n'ont pas eu l'opportunité depuis un certain temps déjà de participer, de prendre la parole à cet événement. Et elle prend la parole au nom de ces jeunes-là. Elle parle à notre nom, mais quand elle retourne, quelle restitution est-ce qu'elle nous fait? D'abord pour participer, est-ce que c'est sûr que la voix qu'elle porte est une voix qui représente effectivement ces jeunes, qui est en mesure de porter les problèmes de ces jeunes? Parce que nous sommes dans une situation quand même un contexte assez intersectionnel où il y a des jeunes du milieu rural, il y a des jeunes vivant avec handicap, il y a des jeunes qui sont qui vivent dans des zones humanitaires, donc avec des besoins assez spécifiques.
Est-ce que la voix qu'on porte est assez représentative? Je pense qu'on l'a abordé un peu dans le premier point. Mais lorsqu'on retourne, même si la voix est assez représentative, nous qui sommes restés derrière, qui n'avons pas eu l'opportunité de prendre la parole dans cet espace, est-ce qu'on a l'opportunité de bénéficier des échanges que vous avez eus là-bas? Quelles sont les recommandations qui sont ressorties de ces échanges, de votre participation, ainsi de suite? Et comment est-ce que ça impacte, nous, notre vie au niveau local, au niveau pays, ainsi de suite? Donc, c'était vraiment dans ce sens que je parlais de restitution et de redevabilité parce que c'est une représentation que vous faites de nous. Vous parlez en notre nom, donc vous êtes redevable aussi de ceux qui n'ont pas pu être dans cet espace. Et donc, je vais me retourner vers Rennes. Et Rennes, quelle restitution est-ce que tu as pu faire de ta participation spécifiquement à ICFP ou d'une autre expérience que tu trouves assez pertinente pour partager avec nous? Merci. Merci beaucoup, Efrazi. Je pense que je vais pas revenir sur un certain nombre d'aspects qui ont été soulevés par les précédents intervenantes. Mais s'il y a une seule chose que je peux préciser par rapport à ce qui est de la redevabilité lorsqu'on participe à des espaces de pouvoir comme les conférences et les dialogues et tout, c'est déjà un aspect qu'on a l'habitude de faire. Il y a le rapportage écrit qui reste un moyen sûr de redevabilité, donc qui permet de retracer ce qui a été fait, parce qu'au-delà de représenter des communautés, on part aussi au nom d'un certain nombre de structures qu'on représente et on est d'abord redevable à ces structures-là. Donc, il y a le rapportage écrit et au-delà du rapportage écrit également, il y a qu'on a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'aide du numérique, on peut faire suivre en temps réel notre participation à une conférence. Et ce que nous portons en termes de messages, on peut le rapporter aux personnes qui nous suivent. En même temps, tu as parlé d'intersectionnalité, enfin, de personnes qui vivent en milieu rural, des personnes en situation de handicap, qui n'ont pas forcément accès souvent à ces outils-là, mais qui veulent aussi s'assurer que leurs besoins ont été pris en compte dans nos interventions. Et c'est là où on va parler de redevabilité, de cadre de concertation, de cadre de redevabilité où on se retrouve tous autour d'une table et qu'on permette à la personne qui a été à la conférence de pouvoir s'exprimer, de partager les leçons apprises, parce que c'est surtout pour les leçons apprises qu'on parle de redevabilité. Donc, pour ma propre expérience, je pense que à la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou qui a suivi justement cette conférence-là, on a eu toute une pré-conférence des jeunes qui a permis de revenir sur tous les aspects de notre participation à l'ICFP 2022. Et ça a été vraiment une très belle expérience et on s'est rendu compte que c'était l'une des participations où l'Afrique francophone a été le plus en vogue pour 6 éditions de la conférence. Pour terminer mon propos, je voudrais quand même aussi attirer l'attention sur un certain nombre d'aspects. C'est vrai qu'on parle souvent de redevabilité vis-à-vis des jeunes, de ceux-là même qui participent aux conférences, mais il y a aussi cette redevabilité entre griffes vis-à-vis enfin, la redevabilité des partenaires, parce que la plupart du temps, cette participation est facilitée par des partenaires comme Audace, comme iPass, comme Equipop, mais en même temps, on en a parlé, hein, il y a une chose, c'est de faciliter cette participation, mais une chose aussi, c'est de faciliter la redevabilité. Parce que lorsqu'on facilite la participation, quand la personne revient dans son pays, c'est quoi la suite? Est-ce que ces partenaires-là sont derrière pour pousser ces jeunes-là à être redevables à leur communauté? On pourra peut-être dire que c'est une question de bon sens, mais je pense que l'accompagnement, c'est un tout. Donc, et dans la participation, mais aussi on va dire, dans le back-office, quand la personne revient, qu'est-ce qu'on fait pour que la personne puisse avoir ce cadre de redevabilité-là vis-à-vis de ses pairs et tout. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut mettre en place des rapports d'impact post-conférence, co-dirigés avec les jeunes,
qui pourrait aider à rendre les apprentissages plus transparents et plus accessibles pour tous. Et en ce moment-là, je pense que on aura des jeunes qui participent à des conférences, mais des jeunes aussi qui sont représentatifs dans tous les aspects. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reine. Merci, j'ai noté l'appui, c'est un tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement appuyer au moment de la participation, mais également après la rencontre. Je vais me tourner vers Aïda, qui nous partageait une expérience avec sa participation à l'Union africaine. Et Aïda, est-ce qu'il y a une expérience spécifique? Est-ce qu'il y a des recommandations assez spécifiques que tu pourrais nous faire pour améliorer aussi cette participation des jeunes, cette redevabilité de la participation des jeunes envers les autres jeunes, mais aussi envers les organisations qui les appuient? Aïda, tu m'as entendu? Peut-être qu'elle veut que tu précises, il s'agit de quelle Aïda? Non, je ne parle pas de Aïda Équipe Pop, je parle de l'autre Aïda. Je pense que je ne la vois pas. Efrazi, je pense que Aïda doit avoir un souci de connexion parce Oui, qu'elle n'est pas en ligne. oui, exactement. D'accord, donc je vais me tourner vers Melki peut-être. Oui, Efrazi, il y Melki, a des questions au chat, hein? Il y a des questions. OK, si, oui, OK. nous allons revenir tout à l'heure aux questions dans le chat. Pour l'instant, est-ce qu'il y a une stratégie que tu voudrais partager avec nous, que les organisations pourraient noter pour améliorer aussi? Je sais que tu as partagé celle de votre retour du Jazz-Af. Est-ce qu'il y a une autre expérience que tu aimerais partager? Euh, une autre expérience que j'aimerais partager peut-être avec les jeunes des autres pays qui nous suivent ici, mais aussi qui sont représentés par d'autres camarades panélistes, c'est que quand vous portez quelque chose, quand vous portez votre voix et que vous allez vers les bailleurs, vous allez vers les partenaires pour des soutiens techniques et financiers comme nous les savons, et que dans la démarche, il y a encore beaucoup d'obstacles où il y a des choses qui contraignent la réalisation, il faudrait commencer avec les moyens des bords. C'est un peu ça la stratégie efficace qui a vraiment marché, qui a vraiment marché. Ephrasie, vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien. C'est vraiment, oui, c'est vraiment l'une des stratégies efficaces qui a vraiment marché de notre côté, de manière à ce que si la démarche pour la réponse des partenaires, leur feedback est tardée ou ça prend du temps et qu'on peut implémenter certaines activités avec les moyens de bord, nous, on n'hésite pas à le faire, nous les faisons. J'en ai l'expérience avec le réseau Youth Sprint qui réunit 25 organisations de jeunes du pays. Du coup, quand je n'ai pas des moyens des bords, je sous-attends des choses qu'on peut faire de nous-mêmes. Il y a des petites activités communautaires qu'on peut mener, des porte-à-porte qui nécessitent passer à trop de financement qu'on peut faire, on se mobilise. Écoute, on va sensibiliser sur l'information sur les protocoles de Maputo, mais est-ce que les jeunes de notre communauté, les femmes, ils savent que l'article 14 alinéa DC couvre l'accès à l'avortement. On se mobilise, puisqu'on est dans plusieurs communes de la ville province de Kinshasa, il y en a qui vont aller dans X ou Y commune et puis ils vont sensibiliser, ne serait-ce que dans telle ou telle avenue, ils rentrent. On le fait. Et puis on s'est dit, bon, OK, on a mené une action communautaire en présentiel. Quelle autre action qu'on peut mener pour atteindre ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux? Il faut peut-être organiser des campagnes en ligne, peut-être un webinaire comme celui-ci, on fait avec nos moyens de bord. On sait que ça va nous coûter quoi, le méga? OK, on se mobilise nous-mêmes, on met les mégas, on organise les webinaires. Des petites choses comme ça, des actions aussi petites qu'on peut l'imaginer, qui peuvent venir de nous-mêmes sans pour autant qu'il y ait un partenaire derrière nous pour nous envoyer et le faire. C'est vraiment l'une des stratégies qui nous a aidés. Et du coup, quand les partenaires répondent positivement, on est assez flexible pour implémenter beaucoup d'autres activités qui pourront venir un peu plus grand que ce qu'on a fait avec nos propres moyens de bord. C'est vraiment ça l'une des stratégies menées par les réseaux Youth Sprint. Merci beaucoup, Melki. Merci pour le partage de toutes ces stratégies, des bonnes pratiques. Ali, je pense que nous allons maintenant vers la session de questions-réponses. Nous allons passer la parole à nos participants maintenant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et aussi, peut-être ouvrir votre micro pour poser vos questions. Ali?
Oui, Ephrasie, je suis Ok, là. je vais te laisser le micro. Peut-être qu'on va prendre... Nous sommes déjà à 15h21 minutes. On va prendre peut-être 10 minutes pour les questions avant de revenir à nos panélistes. C'est ça. Je pense que pour cette phase de questions-réponses, il y a déjà donc des questions qui ont été donc qu'on a vues dans le chat. Pour ceux qui voudraient prendre la parole pour faire des observations, des commentaires ou poser des questions, je pense qu'on peut très rapidement ouvrir une liste. Vu qu'on est un peu pris par le temps, on pourra ouvrir une seule liste et vous permettre donc de prendre la parole et profiter également donc, on appelle ça, répondre donc aux questions qui ont été posées dans le chat. Je pense que les micros peuvent être coupés jusque-là pour les participants. Et pour ceux qui voudraient prendre la parole, pour poser leurs questions, on va juste prendre le nom, le prénom et la question qu'on va noter en même temps. Et après, voilà, toutes ces questions-là, on pourra bien sûr donc permettre donc à chaque panéliste donc de répondre. Et voilà la question qui lui est certainement adressée. Donc, chers participants, chères participantes, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole? Je pense qu'on peut procéder par main levée. Je ne sais pas si, parce que là, je ne vois pas les participants. Peut-être Anna. Il y a la main de Fatou Bintou Bo qui est levée. Hein. Oui, effectivement, Fatou Bintou. Oui, Fatou, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce qu'on peut lui permettre d'ouvrir son micro, Fatou Bintou Mbo, pour qu'elle puisse poser sa question? Est-ce qu'on peut permettre à Fatou d'ouvrir son micro? Oui, c'est bon déjà. OK. Fatou, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. En fait, bon, je n'avais pas du tout levé la main, mais OK. je vais juste en profiter pour saluer cette initiative et remercier tous les intervenants pour leur message très important. Et voilà, c'était juste ça. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. Donc, on peut passer donc à Noëlla Becker. Est-ce qu'on peut lui permettre d'ouvrir son micro? Noëlla Becker, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, Fatou, vous pouvez baisser votre main. Hein, voilà, merci. Allez-y, Noëlla. On m'entend? On vous entend très bien. Ok. Alors, bonjour à tous. Je suis très ravie déjà d'être là. Moi, c'est Noëlla Becker. Je travaille à IPAS, RDC, en tant qu'assistante plaidoyer. Alors, moi, c'est plutôt, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire par rapport à ce que Madame Aïda de Equipop avait dit par rapport à la préparation des jeunes. Je pense qu'elle avait abordé un sujet comme ça, ou elle avait parlé d'un sujet comme ça. Au fait, moi, je me dis qu'au-delà de ce que le partenaire ou les autres organisations peuvent faire pour impliquer le jeune, quelle est la part de jeunes? Je suis aussi jeune. Quelle est la part de jeunes? Quelle est leur responsabilité pour pouvoir prendre part à ce genre de rencontres? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas préparés et qui veulent participer à des rencontres de haut niveau. Et voilà, si on les implique, qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Est-ce qu'ils sont assez outillés pour pouvoir participer à ce genre de rencontres? Moi, je me dis qu'aussi, d'une part, nous, jeunes, en tant que jeunes, nous avons une responsabilité pour pouvoir, je peux dire, nous développer afin que nous puissions être éligibles à prendre part à certaines rencontres de haut niveau. Donc, il y a aussi la part de partenaires et la part du gouvernement, il y a aussi la part de jeunes pour pouvoir se mettre à niveau. Voilà un peu le commentaire que je voulais ajouter. Et merci beaucoup à tous les panélistes, c'était quand même très intéressant. Et merci aussi aux organisateurs. Merci. Merci bien, Noëlla. On note un commentaire que vous faites par rapport donc au déficit de capacité des jeunes à prendre part donc à certaines instances. Et vous estimez quand même que au-delà du parrainage, très souvent, le jeune aussi doit avoir sa part de responsabilité. Qu'est-ce que le jeune fait? Et voilà, quelle contribution il a à faire également parce qu'il a aussi une responsabilité, entre autres. On note. Merci bien pour ce commentaire. On va passer donc à
la prochaine question. Il y a juste Kelvin qui a levé la main. On peut lui permettre d'ouvrir son micro. Juste. Voilà, allez-y, juste ouvrez votre micro et posez votre question ou votre commentaire. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entend. On vous entend très bien, juste. Merci beaucoup, bonsoir mon très cher ami Ali, bonsoir Euphrasie, bonsoir à tous les panélistes et encore félicitations pour la qualité des échanges d'expériences. Je vais souscrire à l'intervention précédente, la dame tout à l'heure qui parlait de la capacité des jeunes justement à nous représenter. C'est de cela qu'il est question. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir le courage de se dire tous les jeunes ne peuvent pas participer à des réunions de haut niveau. On dit amplifier la voix des jeunes. La question qu'il faut se poser quand il fait une introspection, c'est qui a la capacité, qui avons-nous le profil nécessaire pour parler au nom des jeunes. C'est bien beau les voyages, les rencontres internationales où justement on crée du réseau et du lien, mais pour quel impact finalement? Je pense qu'on doit avoir le courage de se dire en tant que jeune, je n'ai pas la voix qui porte déjà un de mon pays. De mon pays, je ne suis pas le jeune qui est reconnu en tant que défenseur des DSSR. Et donc, en participant à une rencontre, je n'aurais justement pas la capacité de me faire entendre et donc de porter haut le plaidoyer. Il faut avoir ce courage-là de se dire que tous les jeunes n'ont pas cette capacité-là justement à représenter la jeunesse, qu'elle soit gabonaise, qu'elle soit à de haut niveau. Il faut avoir ce courage-là. Et donc, nous, la question de profil des représentants de jeunes. Je viens d'un pays, le Gabon, où nous avons des jeunes qui participent à 5, 6, 7, 8 forats ou 8 sommets par an. Mais pour quel impact? Ils ne sont même pas écoutés par les gouvernements. Ils ne sont même pas capables justement de faire le rendu des rencontres auxquelles ils ont participé parce qu'ils n'ont pas une plateforme dédiée ou une plateforme, n'est-ce pas, pour être entendus. C'est ça le problème que nous avons aussi avec la jeunesse ou les jeunes qui disent représenter les jeunes. Il faut franchement, à un moment donné, avoir le courage de se dire, on n'a pas le profil, on n'y va pas et on laisse participer ceux et celles qui sont les voix recommandées, les voix reconnues dans notre différents pays, qui auront le courage, la capacité, la qualité, non seulement de porter le plaidoyer au niveau international, mais également de le faire dans nos pays respectifs. Ça demande du courage, ça demande du bon sens. Voilà un petit peu ce que je vais faire comme commentaire. Merci bien. Juste, je rappelle que Juste est co-coordinateur donc de la JICAF AS, l'Alliance des jeunes champions d'Afrique francophone pour l'avortement sécurisé. Merci bien pour ce commentaire. On note que tous les jeunes n'ont pas cette capacité donc de représenter. Donc, du coup, si on n'a pas cette capacité, ben, on n'y va pas. Et je suis tenté donc de vous poser cette question. Eh ben, donc, du coup, on n'y va pas et on reste là. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement donc, pour ces personnes qui ont parfois cette envie donc, de s'exprimer, mais qui malheureusement n'ont pas cette capacité aussi donc, de porter un message? Je pense que c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter, c'est clair. Tous les jeunes n'ont pas cette capacité donc, de délivrer un message, de plaidoyer par exemple. Mais il y a toujours donc ces jeunes-là qui ont cette volonté de le faire, mais qui n'ont pas la capacité. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est également une réflexion qu'il faut aborder. Naturellement, donc, certainement préparer donc la relève, parce qu'on ne peut pas se focaliser donc sur ces mêmes personnes-là, voilà, qui vont passer tout le temps représenter. Voilà, ce n'est pas un débat, c'est juste voilà, une réflexion qu'on peut engager à tout moment. Alors, merci bien juste. Je pense que je vais passer la parole cette fois-ci à Ali Cissé qui a la main levée, qui pourra très rapidement donc prendre la parole. Allez-y, ouvrez votre micro. Bonjour. Ali Cissé, oui, allez-y. Vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord, merci. Je suis vraiment ému d'être parmi ce panel-là, ben, pas en tant que panéliste, mais en tant que participant à ce webinaire. Je vous rappelle que je suis expert en gestion des urgences santé sexuelle
sur l'humanitaire et je suis aussi spécialiste en coopération internationale et humanitaire. Je suis du Mali. Donc, du coup, je viens rajouter à ce que les jeunes frères ou bien les grands frères, là où ils viennent d'intervenir tout de suite, sur la sélection des gens qui doivent partir faire des formations à l'extérieur ou bien faire des forums à l'extérieur pour revenir. Parce que quand on part, c'est pour le tissage des liens, revenir avec comment on appelle ça encore, des nouveautés et autres qu'il faut impacter. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives avec des connaissances, il faut démontrer ces connaissances, il faut les appliquer. Et à ce que moi je sache actuellement ici au Mali, il y a beaucoup de jeunes dames. Quand je parle des dames, ils vont dire qu'il s'agit des genres, mais tu vois qu'ils partent faire des forums à l'international, ils reviennent, mais il n'y a pas d'impact au fait. Toujours, il y a ce problème de DSSR qui est là, que dans les ONG, ou bien que ça soit dans le gouvernement, ou que ça soit en milieu scolaire ou autre, qui n'est pas vraiment, qui n'a pas été relevé comme défi, au fait. Parce que à chaque fois on vient toujours savoir que voilà, les problèmes des règles hygiène, problèmes de gestion des grossesses, interruptions par truc qui ne sont pas bien gérées. Je ne sais pas, est-ce que l'information passe très bien? Et ces jeunes-là, on les voit toujours sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on les voit sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, le Mali est vaste. Je ne sais pas comment ils arrivent à atteindre. On a une mauvaise connexion et trucs. Moi, je pense qu'il faut partir sur le terrain, aller vers ces jeunes dames, vers ces petites filles et vers ces trucs. Surtout, c'est dans une zone. Actuellement, on est dans un pays où les conflits et autres sont là. Donc, l'humanitaire est là, mais l'aide humanitaire ne peut pas tout faire. Donc, c'est à nous, la jeunesse, puis le gouvernement, d'aller appliquer ces choses-là. Et j'interpelle ici le ministère de la Santé pour qu'il puisse vraiment créer des réseaux de jeunes sur ça pour la promotion de la santé et de la reproduction. Donc, c'est un peu ça que je voudrais partager avec vous. Et merci beaucoup. Merci à vous, Alice Cissé. Je pense que jusque-là, nous avons donc des commentaires, des observations, des ajouts par rapport donc aux interventions qui ont été faites. Jusque-là, pas de questions adressées donc à une panéliste. Est-ce qu'il y a autre main levée? Visiblement, non. Maintenant, je pense qu'au niveau donc du chat, il y a des questions qui avaient été adressées. Je me permets donc de les lire. Il y a essentiellement 2 questions qui ont été posées dans le chat. Et les panélistes pourraient éventuellement prendre note pour pouvoir donc répondre à ces différentes questions. La première question, comment faire pour que les jeunes autochtones puissent aussi participer aux espaces de plaidoyer sans se sentir stigmatisés? C'est la première question qui a été posée dans le chat. Et la deuxième question, c'est l'anniversaire, je cite, c'est l'anniversaire de Beijing en 2025. Beijing plus 30, il sera super important d'essayer d'être dans les délégations pays et de participer à la CSW. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui participent aux consultations régionales, nationales ou espèrent engager un dialogue avec le gouvernement pour aller à la CSW? Je pense que pour cette question, cette deuxième question, je pense qu'on pourrait peut-être l'ouvrir à tous les participants également qui souhaiteraient intervenir par rapport donc à cette deuxième question. Mais pour la première question, notamment comment faire pour que les jeunes autochtones puissent aussi participer aux espaces de plaidoyer sans se sentir stigmatisés, est-ce qu'il y a une panéliste qui voudrait intervenir? Je vois visiblement Melchi Iboula qui veut prendre la parole pour essayer de répondre à cette question. Allez-y, Melchi. Merci Ali, merci. J'ai vraiment aimé la première question. Je n'ai pas dit que la deuxième est mauvaise, hein. Alors, moi, je pense, Ali, vous me recevez? On vous reçoit 5 sur 5. D'accord. Moi, je pense que pour faire participer, au fait, les jeunes autochtones aussi dans des espaces de plaidoyer comme les autres jeunes, il faudrait d'abord commencer par créer un environnement inclusif, passer par l'éducation et la sensibilisation, encourager la représentation, mais aussi offrir des opportunités de mentorat. Un environnement inclusif, donc, établit des espaces où les jeunes se sentent en sécurité et respectés.
Utiliser un langage approprié et sensible à leur culture. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent, on parle une langue comme mes prédécesseurs avaient évoqué, la justice linguistique, on parle une langue, ils ne comprennent pas. Donc, ils ne verront en rien pourquoi est-ce que leur présence est utile à participer à cet espace. Or, s'il y a un langage approprié et sensible à leur culture, ils vont se sentir en sécurité. Former les participants sur les questions autochtones, les défis, les récits, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qui a réussi, quels sont les différents défis qu'ils ont rencontrés, comment faire pour pallier à tout ça. Sensibiliser aussi les autres participants aux réalités vécues par les jeunes autochtones que eux-mêmes peuvent témoigner sur place pendant les espaces des plaidoyers, mais aussi impliquer des leaders autochtones dans la planification et l'animation des événements. Comme ça, ils trouveront leur place. Ils se diront, oh, OK, pendant que vous êtes en train de planifier, nous pensons que vous pouvez mettre telle thématique qui peuvent bien s'aligner en nous et comme ça, nous allons très bien contribuer lors des discussions. C'est comme ça qu'ils se sentiront vraiment inclus, même dans la préparation pour la réussite. Mais aussi, leur offrir les opportunités de mentorat pour moi. Donc, je vois mettre en place pour eux des programmes de mentorat pour soutenir les jeunes, pour les soutenir dans leur engagement, mais aussi les relier les jeunes à des modèles positifs ici de leur communauté. Parce que dans chaque communauté, ça, nous le savons, il y a toujours des modèles. Il y aura toujours un modèle là dans un coin qui ne peut être pas reconnu, le peu connu, mais il sera peut-être où il est un modèle positif de cette communauté qu'on peut relier à d'autres jeunes pour qu'ils se sentent vraiment inclus dans l'événement, organiser des événements dans les lieux accessibles et familiers pour les autochtones, proposer des ressources en ligne et hors ligne adaptées à leurs besoins, leur encourager à partager leurs histoires et leurs perspectives comme les autres jeunes le font, reconnaître et célébrer leurs contributions dans le plaidoyer. Donc, c'est un ensemble de tout ça qui peut faire en sorte qu'ils se sentent vraiment inclusifs comme les autres jeunes. Je pense qu'en gros, c'est ce que je peux dire. Merci là-bas, Iboula. Vraiment, d'accord, Ali, je pense que merci. Le centre Audace pourrait naturellement prévoir une autre plage pour aborder cette thématique. Ça sera bien sûr donc une thématique spéciale, la participation des jeunes autochtones. Et on pourra prendre merci comme panéliste principal. Béniel, j'espère que toujours, vous avez on bien sera noté. disponible. C'est un plaidoyer, et puis le plaidoyer est passé. OK, merci. Très bien. Merci bien. Je pense que pour la deuxième question, il y a une autre question qui est venue au niveau donc, du chat. Mais en attendant, je pense qu'on peut essayer donc de répondre à la deuxième question. On pourrait essayer d'être plus bref parce qu'on est pris par le temps. On a même débordé. Je pense qu'on pourra prendre 5 minutes maximum pour boucler cette phase de questions-réponses avant donc de passer donc à la conclusion. Est-ce que au niveau donc des participants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, ou même des panélistes, qui voudrait répondre à la deuxième question par rapport donc voilà, à la CSW qui avait été posée dernièrement? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour essayer donc de répondre? Déjà, s'il y a donc des consultations nationales au niveau pays voilà, auxquelles vous êtes impliqués, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour répondre à cette question? Je reprends la question. C'est l'anniversaire de Beijing en 2025. Il sera super important d'essayer d'être dans les délégations pays et de participer à la CSW. Est-ce que parmi vous, y a-t-il des personnes qui participent aux consultations régionales, nationales ou espèrent engager un dialogue avec vos gouvernements pour aller à la CSW? Je pense que la question est assez compréhensible. Je vois juste à la main levée, oui, on peut lui permettre d'ouvrir son micro. Non, Ali, j'ai baissé mon micro pour la seule et simple raison que n'ayant pas suffisamment d'informations sur la question au niveau du Gabon, je serais donc en incapacité d'y répondre, de voir s'il y a un processus de cours au niveau du pays. C'est pourquoi j'ai baissé la main. OK, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour... Oui, Aïda? Oui, allez, je peux apporter des éléments de réponse peut-être. Je ne sais pas si je suis la meilleure placée pour répondre, mais Oui, je pense vous êtes la meilleure placée. Mais
à rebondir peut-être sur d'autres commentaires qui ont été faits. Donc, bien sûr, par exemple, le processus de Beijing, les consultations, la CSW sont des moments clés et c'est très important. Donc, par exemple, pour Equipop, bien sûr, on est toujours dans une perspective de faire une veille. Et du coup, peut-être un enjeu, c'est aussi de collectivement se prendre en avance. Ça veut dire que nous, en tant qu'organisation, en tant que collectif, on doit penser à comment est-ce qu'on peut, dès à présent, penser à comment est-ce qu'on peut soutenir une participation significative et inclusive des jeunes. Mais aussi, comme quelques commentaires l'ont dit, il y a aussi une certaine agentivité que les organisations ne peuvent pas forcer. Donc, c'est aussi une occasion, si on se rend compte que voilà, ce sont des moments clés, de se mobiliser, d'approcher les délégations pays. Et je pense que ça peut faire un bel ajout à tout ce qui a été dit. Ça veut dire que ces espaces de négociation, d'échange, de partage sont aussi des moments où on peut vraiment faire le pont entre le plaidoyer national et le plaidoyer international, parce que comme on a pu constater, au niveau international, il y a plein d'obstacles. Par contre, le niveau national est beaucoup plus proche de tous les militants, militantes des organisations. Et en fait, c'est là où on peut essayer, du coup, de vraiment essayer de nous prendre le plus tôt que possible, nous informer sur les délégations qui vont peut-être influer, essayer de savoir quels sont leurs positionnements. Alors, bon, ici, je pense que ce n'est pas aussi évident parce que quelquefois, les délégations, la composition est un peu secret défense. Des fois, c'est en dernière minute qu'on sait qui part. Mais en tout cas, ça veut dire que dès à présent, on peut commencer à nous organiser et peut-être pour rebondir sur le défi ou l'enjeu de quels jeunes ont le profil pour représenter une communauté, comment faire pour les choisir, comment faire pour les outiller. J'aurais peut-être dit que c'est super important de faire focus sur l'aspect de redevabilité, mais peut-être cela implique aussi que nous, on fasse plus mouvement, on fasse plus communauté et qu'on se prépare en fait en amont, que comme par exemple Souhaïba a dit, on organise des espaces où on peut échanger, stratégiser entre nous, mais aussi vraiment apporter des points positifs pour notre bien-être. Mais ça peut nous mettre dans une posture où en fait chacun et chacune qui a participé serait potentiellement en mesure d'aller représenter la communauté. Et donc, en fait, il y a peut-être une plus grande appropriation aussi parmi les jeunes, parce que je pense que moi, c'est un peu ce que j'ai noté, c'est que nous, on essaye de pousser ce qu'on peut, mais on est en tant qu'organisation féministe, on est aussi dans un environnement qui est peut-être pas propice et où nos approches sont des approches autres aussi. Donc, en fait, peut-être l'enjeu serait vraiment de favoriser la réflexion collective, élaborer des positionnements, pas seulement quand on sait qu'il y a une conférence importante, mais déjà beaucoup plus tôt de nous dire, écoutez, comme Aïda Elodie Brun l'a dit, d'en fait élaborer des messages clés indépendamment des conférences multilatéraux, et des autres espaces. Très bien. Merci bien, Aïda Muriel, pour voilà, pour ces éclaircissements. Je pense que, quoi qu'on dise, voilà, on manque parfois d'informations sur ces cadres, sur ces opportunités, raison pour laquelle on a eu une question voilà, qui nous a été adressée, notamment la question de Moïse, qui nous vient donc de la RDC, qui demande est-ce qu'il existe donc des plateformes qui regroupent les jeunes de nos différents pays pour partager les expériences et les opportunités comme celle-ci d'ailleurs. Voilà, parce que voilà, ce sont des opportunités qui viennent, mais on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez donc
d'éléments sur ça pour pouvoir peut-être nous engager. Mais est-ce qu'il y a une plateforme régionale, je ne sais pas, qui rassemble l'ensemble de ces jeunes-là? Et dans quelle plateforme on pourra bien sûr donc partager des opportunités, des retours d'expérience et tout. Est-ce que quelqu'un voudrait rapidement répondre à cette question? Je pense que la question, elle est aussi adressée donc aux organisateurs, le Centre Audace, à JICAF, et ainsi de suite. Donc, est-ce que, à tous les partenaires qui sont ici présents, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour nous édifier par rapport à cette question qui nous a été posée depuis la RDC? Pas de main levée. Ben, c'est surprenant. Juste. Mais tu lèves la main, tu baisses la main. Non, Mon cher Ali, non, je vais tenter de répondre à la question. Oui, il existe un ensemble de plateformes. Je pense que déjà, les deux entités qui organisent ce webinaire sont des plateformes à partir desquelles on peut avoir un ensemble d'informations. Je pense à la plateforme en ligne d'Audace. Je pense également aux différentes pages de la JICAF, mais également toutes les pages des différents partenaires du mouvement qui nous accompagnent. L'autre élément, et ça devrait être pour nous, comment dire ça, un life skill, c'est cette capacité à chercher l'information. À partir du moment où nous sommes des acteurs de développement, des acteurs justement pour le changement social et comportemental, des acteurs pour l'amélioration de notre écosystème national, on devrait être en mesure d'intégrer dans notre façon de fonctionner la quête de l'information pour justement chercher qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se planifie, qu'est-ce qui s'organise au niveau international, quelles sont les opportunités qui se dessinent, se gestent au niveau international auxquelles nous pouvons participer. Parce qu'il est clair que vous n'aurez jamais vous ne serez jamais dans une organisation, une plateforme qui a accès à tout ce qui se fait dans le monde entier. Et donc, il y a toujours un facteur limitatif. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un minimum de curiosité intellectuelle pour dire, tiens, je vais un peu chercher ce qui se passe sur les questions de DSSC. Y a-t-il un sommet, y a-t-il une conférence, etc. Pour pouvoir saisir ces différentes opportunités-là. Voilà un petit peu comment moi je répondrai à cette question-là. Merci. Merci bien, juste pour ces éléments de réponse. Vous avez noté essentiellement l'AGCAF et puis le Centre Audace. Je pense que peut-être même dans le chat, pour la personne qui a posé la question, au cas où elle n'est pas en contact avec l'un des membres, que ce soit donc de l'AGCAF ou du Centre Audace, on pourra certainement laisser peut-être une adresse mail, un contact, voilà, qui pourra peut-être lui permettre d'entrer en contact avec ces plateformes-là. Merci bien, le mouvement Audace, ouais, merci. Efrazi. Voilà globalement l'ensemble donc des préoccupations qui ont été posées. Je pense qu'il y a une question également qui était donc dans le chat, mais je pense que lors des discussions, elle a été brièvement répondue, notamment est-ce qu'il y a eu des retours positifs par rapport donc aux expériences passées donc lors des espaces des espaces internationaux? Je pense que dans la présentation, les panélistes sont revenus là-dessus par rapport donc à cette question donc, de capitalisation, de redevabilité. Et très souvent, le retour positif, c'est le simple fait déjà même de faire un partage d'expérience, un retour donc de notre participation donc à une instance. Je pense que c'est un retour positif qu'on peut bien sûr donc voilà capitaliser. Donc, je pense que ces questions ont été brièvement abordées donc lors des présentations. Si toutefois il n'y a plus de questions de main levée, ben je pense que Efrazi, s'il n'y a plus grand-chose, je vois une main levée, juste, qui va vraiment nous prendre le temps, mais il a juste 30 secondes pour terminer avant qu'on ne passe à la prochaine étape. C'est juste. 30 secondes. Ouais. Non, c'est bon, Ali, tu peux poursuivre. C'est une ancienne main. Ah, c'est une ancienne main, d'accord. Super. Merci. Merci beaucoup, Juste. Merci, Ali. Je pense que nous tirons vers la fin de ce webinaire et je vais juste passer la parole à nos panélistes pour leur mot de fin et aussi la dernière recommandation qu'ils pourraient nous laisser. Après toute cette discussion, nous avons pu noter énormément de recommandations, mais juste une dernière recommandation et nous allons clôturer. Et je vais commencer par Melki. Merci, Efrazi, même si ce sont seulement de petites minutes.
Bon, Oui, je une vais minute, pas essayer. plus. Et oui, parce qu'on a largement dépassé le temps. Mais je vais encore le redire que les conférences et les espaces de plaidoyer peuvent offrir des opportunités significatives pour le changement. Mais leur impact dépend largement de l'engagement réel des organisateurs à intégrer nous, les jeunes, dans le processus décisionnel. La simple participation, donc notre simple présence, son pouvoir d'action peut mener à un sentiment de désillusion. Et pour que ces événements aient un impact réel, il est essentiel de passer d'une approche symbolique à une véritable inclusion et à des actions concrètes sans tergiverser. C'est vraiment ça mon dernier mot. Merci beaucoup, Melki. Aïda? Aïda Muriel. Oui. Ben, écoutez, je vais être très bref. Merci de m'avoir invité en tant que panéliste. Je pense mon mot de fin, c'est que essayons de continuer de renforcer nos mouvements et puis de cheminer ensemble pour nous améliorer, pour pouvoir combler les lacunes, trouver des réponses aux obstacles ensemble. Voilà, dans un échange, je pense que pour Equipop, nous, on essaye de faire de notre mieux pour du coup faire de ces moments clés un moment décisif et pour pouvoir amplifier les voix des jeunes et des femmes. Et donc, nous restons dans une perspective d'écoute, voilà, pour nous améliorer collectivement et pour continuer à faire mouvement et cheminer ensemble. Merci beaucoup, Aïda Muriel. Élodie, tu nous as laissé un moment. Je pense que c'est des soucis de connexion. Et nous étions... Ah, je pense qu'elle nous a lâché encore. D'accord. Alors, moi, je vais... on a largement dépassé le temps. Quelques personnes ont dû nous laisser en cours de route. Donc, je vais laisser la parole à Ali pour la clôture, la conclusion de nos échanges. Mais avant, je voudrais vraiment vous dire merci aux uns et aux autres d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour le temps que vous avez pris de partager avec nous les obstacles à la participation des jeunes de façon vraiment efficace et efficiente, les propositions de solutions qu'on a pu noter et aussi les recommandations. Merci infiniment à tous et très bonne soirée. Ali, je vais te laisser la parole pour la conclusion de ce webinaire. Merci à tous. Merci bien, Efrazi. Je pense que durant ce laps de temps, je dirais, on a pu quand même discuter essentiellement donc de cette question d'amplification des jeunes, de la voix des jeunes, par rapport donc à leur prise de parole, par rapport donc à leur participation, à leur implication. Et très souvent, on a, comme les panélistes l'ont dit, hein, on a des opportunités, mais malheureusement, certains jeunes manquent de capacité, de connaissances, d'aptitude, bien sûr, donc, à représenter leur organisation. Et là, ce qui est bien dommage, je pense qu'il y a des recommandations qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, pour aujourd'hui, je pense que nous avons bien démarré donc, avec nos 5 panélistes qui ont assuré brillamment donc, leur communication, qui ont pu répondre avec brio, voilà, aux questions qui ont été donc adressées. La première question qui était donc qui concernait l'impact de la participation des jeunes aux conférences et espaces de plaidoyer pour faire avancer les DSSL, y compris l'accès à l'avortement sécurisé. Je pense que parmi en termes d'impact, on a été d'accord que la participation et l'implication des jeunes a une plus-value parce que cela contribue bien évidemment à soulever donc les questions de DSSR et y compris l'avortement sécurisé donc lors de ces instances-là. Et là, les jeunes ont cette capacité donc de prendre la parole et de pouvoir donc défendre leur position. Et l'ensemble des panélistes étaient d'accord par rapport à ça, que cela contribue bien évidemment à l'avancée donc des DSSR, y compris l'accès à l'avortement sécurisé. Mais naturellement, toute chose a des obstacles, des difficultés. On a eu à discuter, bien évidemment, donc, de ces obstacles. Et l'obstacle majeur qui est revenu, c'est quoi? En ce qui concerne les jeunes eux-mêmes, c'est le déficit de connaissances, de capacité à faire donc des représentations. On est conscient que tout le monde ne peut pas prendre la parole, tout le monde ne peut pas délivrer un message de plaidoyer, même si on a bien sûr donc cette volonté-là. D'où la nécessité de
renforcer bien sûr donc voilà ces capacités, ces connaissances de ces jeunes-là afin de pouvoir préparer cette relève. Et l'autre obstacle ou aléa qui est revenu au niveau donc, des partenaires, c'est très souvent la question de langue, voilà, qui revient très souvent, les difficultés liées à la logistique, les temps, les laps de temps pour faire donc des visas et aussi le problème de redevabilité. Une chose est de prendre part à une instance parce que vous représentez une organisation. L'autre élément, c'est de pouvoir donc assurer une redevabilité, de faire un retour de ce que vous avez acquis lors de cette participation. Raison pour laquelle la question de redevabilité est revenue lors des échanges. Et l'autre question, pour ne pas dire la dernière, c'était un partage d'expérience. Un partage d'expérience sur des stratégies réussies ou des bonnes pratiques, des leçons apprises. Je pense que l'ensemble des panélistes ou certains panélistes quand même ont pu faire donc des partages d'expérience, des retours positifs sur leur participation ou leur implication donc à des instances. Et là, c'était très édifiant. Et pour finir, nous sommes passés donc à une phase donc, de questions-réponses où les participants ont pu prendre la parole, poser donc leurs questions. D'autres ont fait des commentaires, des observations. Et je pense que tout cela a contribué à éclairer la lanterne donc, de l'ensemble des participants, des panélistes, des organisateurs. Et nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers parce qu'on a pu constater une participation active, non seulement donc de nos panélistes, mais aussi des participants qui sont restés et mobilisés du début jusqu'à la fin. Et nous tenons vraiment à dire merci au Centre Audace et à la GICAF pour cette tribune qui a été mise en place pour permettre bien sûr donc aux jeunes de discuter, d'échanger et de faire bien sûr donc des recommandations par rapport donc à leur implication, à leur participation. Mesdames, Messieurs, je pense que nous tirons vers la fin, on a débordé. Je pense que ici, l'idée, c'est quoi? De 30 minutes d'ailleurs, cela montre vraiment l'intérêt que nous avons accordé donc à ce webinaire. Merci à tout un chacun. Et là, je n'ai pas ouvert le panel, je n'ai pas ouvert donc le webinaire. Je vous renvoie la parole et à la personne bien indiquée pour la clôture. Merci, Efrazi, à l'ensemble des panélistes. Merci, Ali. Tu n'as pas ouvert, mais tu avais la clé. Alors, merci à tous et très bonne soirée. Bye bye. Merci bien. Bonne suite à tout un chacun. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous et à la prochaine. Merci. Merci. Bye.